Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Meredith, ce livre qui sera consacré à un incontournable de la littérature américaine contemporaine, au fondateur du true crime, du roman vérité, j'ai nommé De sang-froid de Truman Capote. Effectivement, nous avions parlé récemment de Harper Lee, qui est une des amies les plus proches de Truman Capote et qui l'a aidé dans cette enquête, dans ce périple à la fois littéraire, policier et profondément ontologique de sang-froid, dont on parle tout de suite. Avant d'entamer une analyse et mon point de vue, on va commencer par notre traditionnel résumé, qui sera très très court cette fois pour la simple et bonne raison qu'il est extrêmement facile de résumer ce livre. Donc, la nuit du 14 novembre 1959, dans le Kansas, dans une petite ville qui s'appelle Holcomb, une famille de respectables fermiers, les Clutter, est sauvagement assassinée. Donc, les enquêteurs en charge de l'affaire constatent assez vite qu'il n'y a aucun mobile à ce quadruple meurtre, la femme, le mari et les deux enfants, ni vol, ni viol, ni règlement de compte, ni vengeance. Et l'inspecteur principal Dewey, qui va mener l'enquête, va se laisser happer très facilement par cette affaire hors norme dans une petite ville de campagne. Et très vite, on va apprendre que les assassins, Dick Hitchcock et Perry Smith, sont des jeunes voilà, désœuvrés qui sont entrés cette nuit-là et qui ont massacré toute la famille. Donc, a priori comme ça, on n'a pas de suspense, on n'a pas les règles du policier de base, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, au moment où on ouvre le livre, on sait qui est mort, on sait qui sont morts pour rien et on sait qui a tué les victimes. Donc vous allez me dire, pas grand intérêt à lire un bouquin dont on sait déjà qui est le meurtrier et qui n'a pas de mobile, qui plus est, mais vous allez voir que si. Donc dans la première partie, Truman Capote va s'affairer à poser l'ambiance, à montrer les lieux, à interroger les protagonistes, à interroger les personnages secondaires, à présenter à la fois les victimes dans leur cadre de vie, alors des gens respectables, bien sous tout rapport, très investis dans ce qu'on appelle le Bible Belt, c'est-à-dire cette communauté rurale ou assez écuménique, où les valeurs chrétiennes sont très très largement dispensées à travers différentes églises. On va présenter aussi l'équipe de police, dont l'inspecteur Dewey et sa famille, mais aussi ses collègues, ses acolytes. On va présenter les meurtriers et voilà, donc on va poser le cadre comme une espèce de scène d'exposition. Ce qui confère au roman un côté extrêmement cinématographique, et d'ailleurs l'adaptation cinématographique qui en est faite est pour une fois extrêmement fidèle à l'œuvre et donc de très grande qualité, je te recommande. Deuxième partie, on va s'attacher à la cavale des deux tueurs d'un côté et à la traque des deux tueurs parallèles, donc voilà, et on va, et c'est là l'intérêt de la chose, découvrir les deux assassins d'un côté extrêmement personnel et intime, et ça va créer chez le lecteur un sentiment somme toute assez dérangeant, parce que comme à chaque fois, on le voit dans Dahmer actuellement très à la mode à la télé, mais aussi dans diverses reconstitutions, non seulement de true crime, mais aussi de fiction mettant en œuvre des tueurs en série ou des tueurs
voilà, organisés, froids, dits monstrueux. Dès qu'on va rentrer dans leur intimité, dès qu'on va rentrer dans leur histoire, ça va provoquer chez nous quelque chose d'un peu, dérangeant dans la mesure où on va se rendre compte qu'il n'est pas si facile que ça de les classer dans la catégorie monstre, mais qu'en fait ce sont des humains. Et dès qu'on humanise un monstre, eh beh, ça devient compliqué d'avoir le même regard absolument, froid et absolument, heu, hem, justicier sur, leur parcours. Donc ensuite, on va avoir, l'appréhension, des coupables, l'instruction, le procès et puis toute la rétention, pénitentiaire jusqu'à leur mise à mort, à la fin du roman ou de l'histoire puisqu'on ne sait pas trop si c'est un roman ou pas. Donc voilà, résumé assez, linéaire, assez bref, qui suit, le schéma que pourrait suivre très facilement une enquête, policière restituée, dans un journal. Mais c'est là que, nous allons avoir tout le suc de l'affaire, c'est-à-dire que maintenant on va s'attaquer à l'analyse. Alors, de sang-froid. Pourquoi de sang-froid? Ce sang-froid, c'est certes celui des 2 tueurs, sans mobile apparent du moins, l'histoire va montrer que les mobiles, au moins pour Perry, sont assez, profonds. 2 tueurs sans regret, sans scrupules, sans remords, mais c'est aussi, le sang-froid des enquêteurs qui sont pour la première fois confrontés à, des meurtriers, qui n'ont pas pour mobile le vol, la cupidité, le viol, des histoires de fesses ou, des histoires, de vengeance personnelle. Donc comment se mettre à la place de quelqu'un qui va tuer de sang-froid, on ne sait pas pourquoi, sans explication et surtout, du coup, ne pas comprendre ce qu'il en retire. Donc beaucoup de sang-froid de la part des enquêteurs qui ne peuvent pas appliquer à leur, nouvelle affaire un schéma ou une méthodologie classique qui consiste à trouver un mobile, hein, à qui profite le crime, vu que ce crime, a priori, ne profite à rien ni à personne et qu'il est, et c'est ça qui est horrible, gratuit. C'est la première fois quand même que quelque chose de gratuit est horrible. C'est aussi le sang-froid de l'auteur, hein, parce que Truman Capote, quand il tombe sur, l'article, heu, de journal, comme ça, qui relate qu'à Holcombe, il y a un quadruple meurtre gratuit, hem Truman Capote, à ce moment-là, c'est un journaliste, c'est un journaliste, un écrivain, il est, très intégré dans l'intelligentsia, new-yorkaise, hein, très dandy, très au fait des tendances. Qu'est-ce qui va aller se mettre dans le Middle West? Qu'est-ce qui va rester pendant 6 ans avec cette affaire qui va complètement l'obséder? Donc le sang-froid méticuleux avec lequel il va réunir les preuves, faire un travail d'enquête avec Harper Lee à ses côtés, hein, qui va lui servir de poisson pilote puisque elle est beaucoup plus, simple et accessible que lui qui a quand même des manières un peu, dandy, et qui colle pas trop avec les fermiers du Midwest. Donc, heu, il va, amasser au final 8 000 pages de notes, de témoignages, de prises de notes, de rencontres, un travail absolument colossal, 8 000 pages. 8 000 pages avec dans l'idée première de faire un roman vérité. Alors un roman vérité, qu'est-ce que c'est pour lui? Un roman vérité, ça va être, une enquête, froide, une enquête précise où, l'imagination, combler les petits vides, ou donner du sens a posteriori à des événements, n'a pas lieu d'être. Hem, donc sachant qu'en plus Truman Capote ne militait pour aucune cause, donc ce serait absolument, inepte de dire que, c'est, le roman anti-peine de mort. Bon, il n'était pas du tout militant, il n'avait pas tellement d'avis que ça, sur la question, hein. Voilà, c'est plutôt un intello culturel qu'un intello, politique. Du coup, qu'est-ce qui va l'amener? Bon, se démarquer, comme on a dit, de ce happy few,
peut-être, bon, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 6 ans de sa vie pour se démarquer, de ses collègues, new-yorkais? Je ne sais pas si c'est ça son animation profonde. Faire ce qu'on appelle un true crime, ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire cette écriture journalistique. Donc, hem, en gros, la tendance actuelle, enfin actuelle, des années 60, c'était de faire, hem du new journalism, c'est-à-dire une technique qui consistait à donner aux articles d'information, y compris aux articles de faits divers, une coloration, une tonalité littéraire, hein, pour être plus smart, n'est-ce pas? Donc pour donner à l'écriture journalistique des lettres de noblesse. Lui va procéder de la manière inverse, c'est-à-dire comment faire une nouvelle littérature qui pourrait partir de faits avérés, de faits réels, et de mener tout un travail d'enquête et de pouvoir dire, l'horreur, de pouvoir dire l'indicible, de pouvoir dire l'impensable, grâce notamment à une écriture dépassionnée, à une écriture qui ne s'attache qu'aux faits, à une écriture qui soit en focalisation zéro, c'est-à-dire qui ne rentre jamais dans la sphère affective. Donc de faire non pas du new journalism, mais du true crime, ou alors ce que, Capote lui-même nommait du roman vérité, c'est-à-dire un roman dans lequel, il y aurait pas de romanesque. Alors, vous allez me dire, on l'a déjà vu ça quelque part, puisqu'il y a du Zola, dans cette œuvre. La méthode d'enquête elle-même est naturaliste. On voit très bien les carnets d'enquête de Capote à 8 000 pages, comme je vous ai dit il y a quelques instants. On voit très bien son enquête journalistique, on voit les faits dépassionnés, chronologiques, des personnages qu'on présente dans leur milieu naturel, pour lesquels, pardon, on s'attache à remonter le fil de la vie, où, on prend la peine d'aller chercher, des confrontations de points de vue pour se donner une idée assez holistique, du personnage, mais aussi, le personnage lui-même, son témoignage, sa confession. On va remonter aussi son enfance, son histoire de vie, son hérédité, et donc, il va y avoir aussi une très grande influence de Truman Capote par, la psyché américaine, hein, allusion à Indochine, hem, petite parenthèse. Donc, la psyché américaine, ce discours extrêmement psychiatrique, voire psychanalytique, qui anime beaucoup, l'intelligentsia des années 60, new-yorkaise, et donc on va avoir des rapports d'experts, on va avoir accès à la parole des amis, à la parole des parents, à la parole des êtres, eux-mêmes, et donc on va avoir, a priori, un roman qui n'est pas romanesque, puisque on est plutôt dans le témoignage et plutôt dans l'enquête, dans le documentaire. Mais et en ça, ce n'est pas un true crime. Pourquoi? Parce que, la vérité, certes, les enquêtes actuelles tendent à prouver qu'il y a peut-être quelques petits écarts entre ce que nous lisons et la vérité des faits, mais peu importe. Hem, le fait même d'agencer, de structurer, de découper en chapitres, de créer des tensions dramatiques, de donner accès directement à des choses, par le choix des mots, hein. Quand on choisit un mot, on n'en choisit pas un autre, et quand on choisit un mot, on a une intention créatrice derrière, afin que celui qui reçoit ce mot reçoive en même temps une idée que l'on a, nous, qu'on veut faire passer. Donc, heu, la rigueur, la neutralité jouxte avec, de toute façon, l'orientation consciente ou inconsciente, peu importe, que l'auteur donne à son récit. Et puis, quand on donne accès, à une confession, quand on donne accès à, des aveux avec une retranscription même des mots, de celui qui les perpètre, quand on désigne une scène de crime en donnant vie, hein, avec de l'hypotypose à à aux victimes,
hein, qu'on voit, qu'il a pris la peine de poser le père sur un carton pour qu'il n'ait pas froid avant de l'égorger, qu'on voit qu'il a mis un coussin sous la tête, du jeune garçon. Enfin, tous ces aménagements, ça peut pas être clinique et froid. Ça on peut se passer de donner ces détails, mais si on se passe de donner ces détails, on ne dit pas la vérité, mais la manière dont on dit cette vérité influence aussi. Et c'est ça qui va être, hyper intéressant dans, De sang-froid, c'est que finalement, on va être confronté de la même manière qu'on l'est avec Zola. On a certes une démarche clinique, on a certes une démarche naturaliste, mais la personnalité de l'auteur transparaît par son style, quoi qu'il en soit, et par les choix qu'il opère, structurels, lexicaux, et de toute façon, on ne peut pas avoir accès à la réalité clinique d'un rapport d'autopsie. On est dans une œuvre de non-fiction, mais dans une œuvre quand même. Alors, ok, focalisation zéro. Ok, à aucun moment Truman Capote n'intervient. Mais jusqu'où n'intervient-il pas dans l'affaire? Jusqu'où n'est-il pas un moment un double, ou Dewey, l'inspecteur principal, n'est-il pas un double fictionnel, inconscient ou conscient, comme d'habitude, de Truman Capote? Dans le dernier chapitre, au moment où le bourreau tue par pendaison Perry Smith, Dewey ferme les yeux, il baisse les yeux et il ferme les yeux. Ce que le Dewey de la réalité va nier complètement, puisqu'il va dire qu'à aucun moment ça a été le cas. Euh, Est-ce que c'est pas Truman Capote un moment qui ferme les yeux? Est-ce que c'est pas sa propre limite? Ou alors, s'il ne ferme pas les yeux, n'est-ce pas une lecture symbolique pour dire ouais, d'accord, le sang-froid, c'est aussi celui d'un système qui, pour avoir une vertu soi-disant préventive du crime, est capable de perpétrer une violence qui est quand même une violence insoutenable. Donc, d'accord, il n'est pas militant anti-peine de mort, mais à la fin du roman, quand on voit Dewey qui est plus tellement sûr de lui, hein, de ses positions sur l'exemplarité de la peine capitale, est-ce que c'est pas quelque part aussi une symbolique à renvoyer au lecteur quelque chose de l'ordre du oui, c'est exemplaire quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas les faits, mais quand on y est confronté, est-ce que ça reste pas la mise à mort d'un être humain par un autre être humain? Ok. Allons plus loin encore. Est-ce que jusqu'où va-t-il, ou jusqu'où ne va-t-il pas, en voyant en Perry Smith qui, malgré tout, malgré l'horreur des choses, malgré la folie de cet homme, malgré son sang-froid dramatique, tragique, euh, ne voit-il pas en lui un double maléfique peut-être, mais un double quand même, quand on s'attache à regarder ce jeune homme frêle, ingrat, extrêmement intelligent, avec une sensibilité incroyable, avec un caractère d'artiste non reconnu, qui est dans une quête inlassable de reconnaissance, qui est extrêmement intelligent et qui se rend compte avec lucidité de sa propre inaptitude à être au monde autrement que par des faits extraordinaires, le crime pour l'un, la célébrité pour l'autre. Euh, Jusqu'où Truman Capote ne voit-il pas, ou ne transfère-t-il pas dans Perry Smith quelque chose de lui-même, cet être ingrat, intelligent, à la recherche d'un père qui l'aurait éduqué, et non pas d'une enfance un peu abandonnée et d'une névrose qui soit restée ainsi. Est-ce vraiment libératoire de voir de sang-froid son double mis à mort? Est-ce que la partie sombre ou maléfique de soi-même qui est pendue devant soi est cathartique ou pas? A priori pas, dans la mesure où après ce livre, Truman Capote n'aura plus écrit. Il est vendu à 8 millions d'exemplaires, mais après cela, il n'écrit plus. Euh, il, euh, il a été profondément traumatisé. Donc, était-ce un acte, finalement, un de ces rendez-vous? On pose la question de savoir pourquoi Truman Capote s'est intéressé à ce fait divers
somme toute assez banal à l'autre bout des États-Unis chez des cutéreux alors que lui il fait partie, des camps, new-yorkais. Est-ce N'est-ce pas un de ces rendez-vous que la vie nous donne et auxquels on ne peut échapper et auxquels on ne saurait se soustraire? Hem, des personnages qui sont prédestinés par l'hérédité, par le déterminisme, qui sont trop humains pour être des monstres, mais en même temps trop monstrueux pour faire partie de notre société. Donc derrière un style froid et des détails glaçants et précis, hem, Capote peut-être, heu, nous montre sinon un acte criminel gratuit et une folie, narcissiste pardon, égotiste, mais il nous montre aussi avoir tout un système, froid, un système peut-être, violent qui est, institutionnalisé, qui est canalisé, mais qui finalement ne résout pas grand-chose. L'atout du livre, c'est que Capote se contente d'un récit fidèle aux faits, une tentative, fantasmée, littéraire, de combler des vides dans sa propre biographie, dans la chronologie, dans la psychologie, une froide détermination des protagonistes, nous montrer que le mal absolu, existe et qu'on ne peut rien faire et qu'au-delà de l'éphémère de la vie, ben, il reste, le côté, tristement, naturalistement égalitaire, de la mort. Voilà, tout cela est un mystère. Cela dit, Capote aura ouvert la voie à une nouvelle forme de littérature qui s'attachera aux faits scientifiques, aux faits judiciaires, mais qui restera néanmoins de la littérature. Donc de mon point de vue, pourquoi, De sang-froid n'est pas un true crime? Parce qu'à partir du moment où il y a du talent, à partir du moment où il y a un acte créateur, à partir du moment où il y a de soi dans, la création, ben, ça reste certes de la non-fiction, mais ça reste sinon une œuvre d'art, du moins de mon point de vue, un chef-d'œuvre. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.